Merci. Oui, donc je vais vous parler des écosystèmes et évidemment de leur rôle absolument essentiel au niveau de la transformation digitale. Donc juste un petit peu pour vous donner le contexte de cette présentation. Donc je suis effectivement professeur à ESCP Business School. Donc mes champs, c'est la stratégie et l'innovation. Donc c'est mes champs à la fois en termes d'enseignement, mais aussi en termes de recherche et de publication. Et donc naturellement, ben, quand on s'intéresse à la stratégie innovation, on s'intéresse à la transformation digitale, hein, puisque c'est une transformation stratégique majeure pour l'entreprise et c'est évidemment aussi de l'innovation. Et donc, en fait, voilà. Ce qui se passe, c'est que donc, en même temps, ça fait maintenant aussi de nombreuses années que je travaille avec L'Oréal. Et j'ai mené un certain nombre de recherches. J'ai déjà publié deux ouvrages sur L'Oréal, plus sur les aspects stratégiques et mondialisation. Et en fait, on s'est intéressé avec une de mes collègues, donc Marie Taillard, sur cette question de la transformation digitale chez L'Oréal. Et donc, ça a donné cet ouvrage, donc, qui est sorti il y a quelques semaines aux États-Unis, qui est maintenant en Europe. Et puisqu'en fait, on a voulu s'intéresser à tout ce processus de transformation digitale chez L'Oréal, puisque L'Oréal, c'est une entreprise qui est plus que centenaire, c'est une très très grande entreprise, c'est une entreprise dans le secteur des biens de consommation. Or, on sait bien que les biens de consommation, enfin, on n'associe pas toujours digital et biens de consommation. Et en fait, L'Oréal est une des entreprises qui a la plus belle réussite en termes de transformation digitale, et que cette transformation digitale a commencé il y a plus de 10 ans, hein, ce qui est aussi vraiment remarquable en termes de démarrage de cette transformation digitale. Et donc, en fait, on s'y est intéressé, et quand on a commencé à écrire notre livre, en fait, on est tombé dans la pandémie, et en fait, on s'est aperçu que donc, en fait, vraiment, là, pour le coup, la pandémie avait encore plus révélé la réussite de la transformation digitale de L'Oréal. C'était un petit peu une sorte de crash test au niveau de cette transformation digitale réussie. Donc, on a mené cette recherche en étant des observateurs extérieurs, mais en ayant accès à énormément de données et de personnes. Donc, on était un peu inside, outside, en fait, sur ce travail. Et donc, l'idée, c'était vraiment, en fait, à partir dans cet ouvrage, c'est à partir donc, de ce cas d'étude, hein, donc, qui est L'Oréal, en fait, c'était vraiment de trouver une source d'inspiration sur la transformation digitale et notamment, bon, je vais en évoquer un des aspects aujourd'hui sur la question des écosystèmes. Alors, je vous donne quand même quelques éléments de contexte. Alors, L'Oréal, tout le monde connaît, mais en fait, tout le monde connaît plutôt mal cette entreprise, hein, puisqu'en fait, L'Oréal, c'est le leader mondial du secteur des cosmétiques, mais c'est le leader mondial des secteurs des cosmétiques depuis plus de 30 ans. Hein, donc, c'est quand même une performance relativement remarquable. L'Oréal, c'est 36 marques mondiales, donc c'est 300 marques hein, au total, L'Oréal. C'est 36 marques mondiales, donc dans le luxe, ben, vous avez Lancôme, Yves Saint Laurent, Armani. Vous avez la grande distribution avec ben, L'Oréal Paris, Maybelline, Garnier. Mais vous avez aussi la parapharmacie avec la Roche-Posay et Vichy. Et aussi évidemment les produits professionnels, qui est le métier historique hein, d'origine de L'Oréal, donc les produits pour les coiffeurs. Et donc vous avez L'Oréal professionnel et Kérastase par exemple. L'Oréal, c'est présent dans 150 pays. Donc c'est là où aussi on se dit l'énormité de la transformation digitale hein, dans une entreprise comme ça qui a 300 marques, qui est présente dans 150 pays. Ils font un chiffre d'affaires d'environ 30 milliards d'euros. Et ça fait partie des 50 premières capitalisations boursières mondiales. Donc c'est une entreprise qui est vraiment remarquable. Et donc en fait c'était d'autant plus intéressant d'étudier comment cette entreprise avait mené sa transformation digitale. Donc c'est 10 années de transformation digitale. Évidemment, alors moi, mon objectif ici, c'est pas de vous présenter dans le détail l'ensemble de ce qui s'est passé au niveau de la transformation digitale de L'Oréal, mais juste hein, de vous donner quelques repères. Alors, comme j'ai dit, ça date de 2010. Alors, bon, ça paraît très proche. Bon, pour nous, ça paraît évident, mais il y a 11 ans, c'était pas aussi évident.
de rentrer dans le digital, notamment pour une entreprise de grande consommation. Et en fait, c'est Jean-Paul Agon, le CEO de l'entreprise, qui a déclaré 2010, ça va être l'année digitale. Et donc, en fait, il a eu ce qu'il a appelé, enfin, c'est son expression, hein, il a sonné le tocsin. Et donc, en fait, il a convaincu tout le monde, toutes ses équipes, en fait, qu'il y avait un tsunami digital qui allait transformer la vie des entreprises. Et donc, il fallait y aller. Hein, donc, et pour ça, en fait, il fallait impliquer l'ensemble de l'organisation et bien au-delà de l'organisation, justement, ce qu'il propose aujourd'hui. Donc, tous les partenaires de l'écosystème. Donc une volonté, une conviction très forte au démarrage, qui a été portée par Jean-Paul Agon, qui s'est diffusée dans l'ensemble de l'organisation, avec une première phase donc, qui va aller de 2010 à 2014. Donc cette première phase, en fait, c'est vraiment le mot-clé, c'est expérimentation. Donc là, en fait, l'objectif, c'était de dire, on vous encourage tous, vous devez vraiment initier un projet digital. Et donc il y a eu comme ça un foisonnement de créativité, d'imagination dans les projets digitaux. Alors ça pouvait être par exemple travailler avec les influenceurs. Une fois de plus, il y a 10 ans, les influenceurs, on commençait à les connaître, mais ce n'était pas quand même forcément évident non plus. Et pourtant, Dieu sait que les influenceurs, c'est important dans le secteur des cosmétiques. Ça a été aussi des équipes qui ont travaillé sur les datas. C'était d'autres équipes qui ont travaillé avec les coiffeurs, donc qui sont vraiment les partenaires historiques de l'entreprise. Donc vraiment, ça allait un petit peu dans tous les sens. Ça a été vraiment un foisonnement. Vraiment, l'objectif, c'était vraiment de mettre tout le monde, d'embarquer tout le monde, hein, de mettre tout le monde on board. Et donc ça, c'était vraiment très, très important. Et je vais y revenir aussi beaucoup parce que vraiment le cœur de toute cette transformation digitale chez L'Oréal, et c'est d'ailleurs le cœur de notre ouvrage, hein, c'est vraiment ce qui dégage complètement, c'est vraiment l'homme et l'humain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très, très important. C'est vraiment toujours, c'est l'ensemble des employés de L'Oréal qui sont mobilisés. Donc vraiment cette volonté d'avoir tout le monde on board, et puis aussi la volonté de démontrer l'intérêt et aussi la validité des projets digitaux, que ce n'était pas non plus des élucubrations comme ça au niveau de quelques geeks. Donc, embarquer tout le monde dans une... Et donc, en fait, Jean-Paul Agon a caractérisé un peu cette première phase de chaos organisé. Hein, donc où il dit aussi, il utilise souvent la métaphore du volcan, en fait, en disant que c'était un peu chaud, mais ça fabriquait beaucoup d'énergie. Et donc, c'était un petit peu l'objectif de cette première phase. Ceci dit, à un moment, il a fallu organiser les choses, hein, puisqu'il a fallu un petit peu canaliser cette énergie. Donc, on est rentré dans la deuxième phase de la transformation digitale. Et donc, en fait, là, c'est L'Oréal qui a nommé la CDO, donc Lubomira Rocher, qui venait de l'extérieur de l'entreprise, qui venait même de l'extérieur du secteur de la beauté. Et l'a nommé tout de suite en position de membre du comité exécutif. Donc, en fait, la demande que Jean-Paul Agon a fait à Lubomira Rocher, c'était d'une part d'établir et de mettre en œuvre, je dirais, la stratégie digitale de l'entreprise, donc en fait de canaliser cette énergie pour pouvoir encore aller plus loin dans la digitalisation. Donc elle a fait à la fois, donc elle a écrit et la stratégie digitale, et pour la mettre en œuvre, en fait, elle a choisi de s'entourer d'un noyau d'experts facilitateurs, en fait, qui étaient des gens qui étaient là vraiment pour appuyer les équipes. Hein, donc ça, c'est pas faire à la place des équipes, hein, mais vraiment appuyer les équipes et aussi pour diffuser les bonnes pratiques. Donc, en fait, ce que s'est mis en place vraiment tout un système, enfin, vraiment très intéressant, mais d'incessant en fait top-down et bottom-up, tout le temps en fait entre les équipes et le digital, entre ce qu'ils appellent chez L'Oréal le business et le digital. Voilà. Donc stratégie qui a été plutôt payante, hein, puisque la réussite elle est exemplaire. Vous avez un quart du chiffre d'affaires qui est réalisé en e-commerce. Il y a encore 5 ans, c'était quelques pourcents du chiffre d'affaires qui était réalisé en e-commerce par L'Oréal et globalement par tous les acteurs des cosmétiques. Vous avez 1,25 milliard de visites sur les sites. Ça vous dit un petit peu aussi
le nombre de data qu'il y a à gérer quand vous avez 1,25 milliard de visites sur les sites. Et aujourd'hui, ben, les 2 tiers des médias, c'est en digital. Alors, il faut savoir que quand même, L'Oréal, c'est le 3e annonceur mondial, hein. Donc, tout ça, ça représente des chiffres complètement gigantesques. Et comme je disais, la pandémie a révélé en fait la réussite de cette transformation digitale, puisqu'en fait, ça a accéléré encore plus en fait les avancées qui avaient été faites, et ça a permis à L'Oréal de s'en tirer plutôt bien de cette crise, alors que ça n'a pas été le cas pour tous ses concurrents. Alors aujourd'hui, c'est une 3e phase, puisqu'en fait, c'est une nouvelle CDO qui est arrivée il y a un mois, hein, donc, qui s'appelle Asmita Dubé, et en fait, qui elle vient de L'Oréal et vient de Chine, en fait, a fait une bonne partie de sa carrière en Chine, puisque bon, la Chine, ça reste le marché porteur, évidemment, enfin, pas porteur, mais pas porteur, certes, mais aussi pionnier pour le digital, pour L'Oréal. Donc en fait, dans notre ouvrage, ben, on a sorti quelques points clés au niveau donc, de cette réussite en fait, qui nous en sont donc de L'Oréal. Alors d'abord, le premier point clé, ça c'est important, enfin, c'est même fondamental, c'est la capacité à se réinventer, mais vraiment en s'appuyant sur les fondements du passé et de l'identité. C'est-à-dire, en fait, L'Oréal ne s'est jamais renié tout au long de sa transformation digitale. Bien au contraire, en fait, ils ont bâti sur ce qui faisait leur force, leurs assets venus de leur histoire et de l'identité. Donc, en fait c'est vraiment ce point que, ben, du passé, il faut surtout pas faire table rase. Le deuxième point, c'est que c'est donc, comme je disais, hein, c'est ce top-down, bottom-up incessant, avec un cheminement qui est à la fois centralisé stratégiquement et décentralisé opérationnellement. Et puis, troisième élément, donc, ce dont on parle aujourd'hui, le rôle clé et l'intégration de l'écosystème dans la transformation digitale. Donc, avec évidemment ce point, comme je disais, qui est vraiment absolument essentiel, qui est bien au-delà de tous les autres points, c'est vraiment l'humain qui est au cœur de la stratégie et de la mise en œuvre de cette réussite digitale de L'Oréal. Alors, si on parle maintenant un peu plus précisément des écosystèmes, et donc évidemment ce dont je vais vous parler, je vais l'illustrer aussi en partie par des exemples qui viennent de L'Oréal. Donc là, je vous ai mis une définition. Alors, moi, c'est une définition, la définition la plus courante qu'on trouve sur les écosystèmes. Donc, elle n'a rien de révolutionnaire en soi, mais en fait, je trouve qu'il y a 2 parties qui sont très importantes dans cette définition. C'est d'une part la notion d'interaction, et entre des parties qui sont conscientes de l'opportunité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans l'écosystème, qui sont conscientes de l'opportunité de lier des relations. Et puis d'autre part, c'est le rôle de l'entreprise qui est au cœur de l'écosystème. D'accord ? Et donc le rôle stratégique que va avoir cette entreprise, donc dans le développement et dans l'entretien de ces relations entre ces différents partenaires, qui sont en fait toujours qui sont très différents, hein. Par définition, c'est des partenaires très hétérogènes. Donc dans cet écosystème, on va passer donc d'une chaîne de valeur linéaire, hein. Donc on a bien appris à un moment tous que c'était la chaîne de valeur entre des achats jusqu'au service client. Et là, au contraire, avec quelque chose qui est beaucoup plus mouvant, donc qui est un ensemble de relations multiples, multilatérales, interdépendantes. Et donc c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans l'écosystème. Je reviendrai un peu plus tard parce que notamment, on voit vraiment bien ces relations, cette interdépendance se mettre en œuvre dans les relations que L'Oréal entretient avec Amazon, par exemple. Donc en fait, on a ces relations qui sont des relations qui sont d'une grande complexité, hein, donc en fait, et puis évidemment qui s'opposent à tout ce qui peut être aussi traditionnellement le contrôle et la stabilité. Et c'est des relations qui sont non linéaires et interdépendantes. Mais ce qui est important, en fait, c'est de voir en fait que
que les écosystèmes, en fait, vont générer de la valeur. Et ça va être quand même c'est quelque chose de fondamental, hein. C'est que si on fait un écosystème, c'est parce que derrière, il y a de la création, il y a de la création de valeur. Alors, je vous ai pris l'exemple de L'Oréal et les coiffeurs. Alors, bon, ça peut paraître comme ça complètement anecdotique. C'est pas du tout anecdotique parce qu'en fait, L'Oréal, son métier historique, c'est les coiffeurs, hein. C'était la vente de teinture de cheveux aux coiffeurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les coiffeurs, c'est vraiment des partenaires historiques et qui sont multifacettes, puisqu'ils sont à la fois évidemment des clients, parce qu'ils vont utiliser les produits pour leurs clients, mais sont aussi des distributeurs, parce qu'ils font de la revente de produits. C'est aussi des créateurs, hein, puisque c'est eux aussi qui peuvent indiquer les tendances, et aussi des prescripteurs. Donc en fait, vous avez comme ça, dans l'écosystème, en fait, ces coiffeurs qui utilisent une place extrêmement intéressante. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que L'Oréal les a embarqués dans la transformation digitale. Et c'est vraiment ça, en fait, la force de l'écosystème, hein. C'est-à-dire, en fait, ils ont vraiment... Alors bon, ça a été pour les aider eux-mêmes, en fait, à se transformer, hein, sur le plan digital. Alors, ça peut aller de choses comme la prise de rendez-vous, donc type c'est le Doctolib pour les coiffeurs, qui a été développé par L'Oréal, mais ça peut être aussi des essais virtuels de teinture de cheveux pour les clientes, enfin une sorte de miroir magique où chez le coiffeur vous pouvez tester votre nouvelle coloration. Ça peut être aussi, ce qu'ils ont fait aussi beaucoup depuis toujours, la formation, et donc la formation digitale, et L'Oréal est allé très loin, puisqu'en fait ils ont ouvert en janvier en fait un bachelor, avec les professionnels de la coiffure, donc un bachelor qui s'appelle Digital et Coiffure, hein. Donc ils sont allés quand même très très loin, justement pour embarquer tout le monde avec eux. Et donc en fait, on voit bien que la transformation digitale, elle va bien au-delà des frontières de l'entreprise, et donc elle va avec ses partenaires. Et donc en fait, quand on a analysé ces écosystèmes, on est allé un peu plus loin. Et en fait, on s'est aperçu que les écosystèmes, pour nous, la première caractéristique qu'avait un écosystème, c'était un objectif commun. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti fortement. C'est-à-dire, en fait, cette idée que chaque membre de l'écosystème est convaincu que de toute façon, il ne peut pas réussir sans l'autre. Donc, il est obligé, en fait, pour atteindre ses propres objectifs, de partager, en fait, le même but avec les différents membres de son écosystème. Et donc, ça suppose évidemment beaucoup de confiance. Et la confiance, ça ne se bâtit pas immédiatement. Il faut du temps pour bâtir cette confiance. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qu'on voit, enfin... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses aussi à voir, c'est avec ce fameux vaccin anti-Covid. Et en fait, on voit bien que, par exemple, le développement du vaccin, en fait, s'est fait entre Pfizer et BioNTech. C'était deux partenaires qui étaient donc pris dans cet écosystème. Ils avaient déjà commencé à travailler ensemble, hein. C'était pas des relations qui sont nées simplement au moment du Covid, hein. Donc, ils avaient ce but de trouver ensemble le vaccin. Mais en fait, on s'aperçoit que c'était tout un écosystème derrière, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la découverte du vaccin, et c'est quelque chose d'absolument formidable. Mais derrière aussi, on sait bien qu'il a fallu fabriquer, c'est là aussi où il y a eu quand même des questions aussi, et puis des difficultés qu'il a fallu surmonter. Il a fallu le produire, il a fallu le transporter, assurer la logistique, on sait que ce n'était pas simple. Et là, ce qui est intéressant, ça a été la façon dont Pfizer a mobilisé tout son écosystème. Et notamment, si vous voyez par exemple la place de Sanofi, en fait, Sanofi, qui est un concurrent de Pfizer, en fait, se retrouve également fournisseur de Pfizer. Donc, en fait, on a comme ça tout un écosystème qui se mobilise. Et là, on voit bien vraiment le but commun qui était vraiment de mettre à disposition le plus vite possible et dans les meilleures conditions possibles ce vaccin contre le Covid. On a eu exactement la même chose qui s'est fait chez L'Oréal. Donc évidemment, l'épidémie de Covid-19, elle s'est fait ressentir d'abord en Chine, hein, pour L'Oréal, et donc où en quelques jours, on a glissé d'une distribution physique à une distribution digitale pour les produits cosmétiques. Et donc, on a vraiment eu là aussi tous les membres de l'écosystème, alors que ce soit les grandes plateformes qui faisaient que du e-commerce, mais aussi les distributeurs plus
plus classiques qui se sont mis au e-commerce, L'Oréal qui a dû réajuster toute sa logistique. Et donc, en fait, là, ça s'est fait en quelques jours. Hein, c'était quand même très, très impressionnant. La façon dont tout l'écosystème s'est remis en place pour pouvoir servir la distribution digitale. Et donc, en fait, ce qui avait été mis en place après en Chine, évidemment, ça a malheureusement servi pour les autres pays quand l'épidémie s'est diffusée dans les autres pays. Donc toujours ce but commun très mobilisateur entre les membres de l'écosystème. Et donc un but commun très mobilisateur, mais qui se retrouve toujours en fait en termes d'une collaboration qui se centre sur les solutions pour les clients. Donc on a vraiment au cœur les clients. Bon, c'est bien, de toute façon, la digitalisation, c'est très customer-centric, mais donc c'est vraiment le ciment de l'écosystème qui se fait vraiment par cette mise en commun de compétences pour servir les clients. Alors là, je mets l'exemple d'Effaclar Spotscan. Alors bon, là aussi, c'est un exemple qui est intéressant, qui peut sembler un peu futile, mais pas tant que ça non plus. Puisqu'en fait, Effaclar Spotscan est une appli qui permet de diagnostiquer en fait l'acné, hein, et donc la sévérité de l'acné chez les jeunes, chez les ados. Vous savez que c'est un problème important chez les ados et chez les jeunes. Et donc, en fait, cette appli, elle a été développée à l'origine pour le marché chinois. Alors, parce que bon, les ados chinois, ils ont de l'acné comme les autres ados. Mais le problème en Chine, c'est qu'il y a un très faible réseau de dermatologues. Donc, en fait, il y a une très faible prise en charge de la question de l'acné pour les jeunes. Et donc, à partir de ce moment-là, L'Oréal, avec ses partenaires, s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir apporter une réponse à ce besoin des clients. Donc L'Oréal, c'était la division cosmétique active de L'Oréal, hein, c'était la marque Roche-Posay, hein, qui est la marque évidemment de parapharmacie, donc qui a travaillé dessus. Ils ont créé en fait tout un système avec leurs dermatologues. Alors L'Oréal, c'est 160 000 dermatologues qui ont l'habitude de travailler avec eux, hein, donc un test en amont et puis évidemment prescripteur en aval, bien entendu. Et puis ils ont aussi travaillé avec Alibaba, donc le site de vente en ligne chinois, donc sur plusieurs de leurs plateformes, dont Tmall, hein, donc qui est une plateforme également très présente en Chine d'Alibaba. Et en fait, Alibaba a apporté d'abord toute son expérience en intelligence artificielle et aussi tout son stock d'images de selfies, d'ados, etc., etc. Et donc, par tout un système d'intelligence artificielle, etc., ils ont réussi à mettre au point donc, un système, en travaillant avec les dermatologues, etc., qui permet d'avoir, enfin, donc vous prenez un selfie comme ça de vous-même. Et donc, en fait, vous avez un diagnostic instantané de votre peau. Et donc là, vous pouvez vous avez évidemment à ce moment-là les recommandations d'utilisation de produits. La Roche-Posay, of course, que vous allez acheter sur Alibaba, of course. Et évidemment, si vous avez un acné un peu plus sévère qui va au-delà de ces soins, en fait, le jeune est adressé à un dermatologue du réseau. Donc on voit là comment tout ça se met en place. C'est très multilatéral, c'est non traditionnel, mais à chaque fois, c'est vraiment pour répondre à un besoin du client, donc apporter une solution au client. Troisième point dans l'écosystème, en fait, c'est le partage des ressources. C'est le partage des ressources qui permet donc de partager les opportunités aussi. Et donc, dans la transformation digitale, vous le savez tous, les ressources, c'est le nerf de la guerre, c'est quand même les data. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi accepter de partager ces data. Ces richesses que les entreprises ont, parce que c'est grâce à ce partage en fait que les différents partenaires de l'écosystème peuvent s'adapter à l'évolution des besoins des consommateurs et puis aussi s'adapter aux évolutions technologiques. Donc là, je vous ai mis l'exemple des Beauty Tech Labs. En fait, c'est L'Oréal qui a créé, alors d'abord, c'est L'Oréal en Grande-Bretagne, hein, comme je vous l'ai dit, chez L'Oréal,
ça commence quelque part et ça se diffuse ensuite. Donc là, c'était L'Oréal UK, en fait, qui a développé des unités comme ça, de coopération, où il y a à la fois des gens de L'Oréal, les marketeurs de L'Oréal, et à la fois des gens des agences médias. Comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout neutre, hein, les médias pour L'Oréal, troisième annonceur mondial. Et donc, en fait, qui travaillent ensemble, qui partagent ensemble les datas, en fait, pour trouver, enfin, la meilleure stratégie média digital possible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie sur média, donc de digital media, c'est évidemment quelque chose d'émergent, hein. Donc là, je veux dire, les entreprises, elles doivent apprendre, hein. Donc elles font en apprenant, elles apprennent en faisant. Et donc, en fait, ensemble, là, il y a un vrai apprentissage qui s'opère, hein. Et donc entre d'une part les agences médias qui sont des acteurs externes, hein, donc toujours pareil, hein, qui ne sont pas intégrés, qui font vraiment partie de l'écosystème, et les marketeurs de L'Oréal. Un point important, donc j'ai déjà souligné, c'est la question de l'interdépendance et de l'interdépendance entre les membres de l'écosystème, puisqu'en fait, qui vont avoir une évolution commune, en fait, donc c'est ça qui est intéressant. Et puis, en même temps, qui vont générer, ce travail en commun va générer des nouvelles opportunités de coopération. Mais évidemment, c'est d'une extrême complexité. Certains diraient que c'est une certaine schizophrénie aussi, hein, pour les entreprises en termes de type de fonctionnement. Donc là, je vous ai mis enfin, l'exemple d'Amazon, parce qu'en fait, il faut voir qu'une entreprise comme Amazon, pour L'Oréal, c'est à la fois évidemment un distributeur, puisque L'Oréal vend ses produits sur Amazon, mais c'est aussi un concurrent, parce que L'Oréal, par exemple, aux États-Unis, commercialise ses propres produits cosmétiques, hein, sous sa marque. C'est aussi évidemment un fournisseur en data, parce que bon, on comprend bien la richesse des data qui proviennent d'Amazon. Et c'est aussi une société de médias, parce que en fait, L'Oréal publie du contenu sur Amazon. Et donc, en fait, au départ, L'Oréal était très distant, enfin, n'avait pas commencé à s'engager avec Amazon. Et puis après, ben, progressivement, ils ont noué des relations. Et en fait, maintenant, ils travaillent extrêmement bien ensemble, hein. Donc, je veux dire, L'Oréal est de très, très bonne performance. Et en fait, ça a été vraiment la reconnaissance de chacun de se dire que de toute façon, Amazon a besoin de L'Oréal et L'Oréal a besoin d'Amazon. Et donc, qu'à partir de là, de toute façon, ils étaient interdépendants. Et que c'est en acceptant cette interdépendance, en fait, qu'ils arriveraient à développer de plus en plus de choses ensemble. Ce qui a été le cas. Et puis aussi, ben alors le point important, donc, puisqu'on est dans cette période de pandémie, donc c'est la notion de résilience. Et en fait, là aussi, je dirais, c'est sûrement une des plus grandes vertus de l'écosystème, tel qu'on a pu le constater, hein, c'est la résilience qu'on a pu donc se voir à l'œuvre, comme je disais, au travers de plein d'exemples. Je vous en ai donné certains, mais on a beaucoup, beaucoup d'exemples chez L'Oréal de la résilience des écosystèmes. Alors d'abord parce que même si vous avez un des membres de l'écosystème qui connaît une certaine défaillance, ça ne remet pas en cause l'ensemble de l'écosystème. D'accord? Donc ça, c'est déjà un point, c'est la question de cette hétérogénéité. Donc le fait qu'on atténue le risque des défaillances du système global, qui a cette capacité d'adaptation, mais surtout, en fait, ce qu'on voit, ce qui est vraiment très, très important, c'est la notion de solidarité entre les partenaires de l'écosystème. C'est-à-dire, en fait, on s'aperçoit que, certes, s'il y en a un qui a un problème, on peut continuer à vivre sans le partenaire, mais en fait, malgré tout, l'interdépendance, ça va impliquer d'empêcher la défaillance d'un des membres de l'écosystème. Bon, quand c'est possible, évidemment que ça ne met pas en cause la survie des autres. Et ça, une fois de plus, hein, on l'a vu, L'Oréal l'a fait, L'Oréal a soutenu ses fournisseurs avec des facilités de crédit, L'Oréal a soutenu les coiffeurs, hein, puisque bon, là, ils sont quand même pris de plein fouet la pandémie, puisqu'ils étaient contraints à la fermeture de leur salon. Donc, en fait, on a vu comme ça L'Oréal qui a soutenu en fait, les membres de son écosystème, et c'était intéressant. Ceci dit, pour boucler sur ce que j'ai dit au départ,
Donc, en fait, l'humain, c'est quand même l'humain qui est au cœur de l'écosystème. L'écosystème, on est dans un effacement des frontières entre l'entreprise et son environnement. Ce qui veut dire en fait un changement profond des processus et de la culture, hein. Donc en fait, vous ne pouvez pas réussir votre transformation digitale, vous le savez, donc encore moins une composante clé qui est l'écosystème, sans mettre les humains et aussi donc faire en sorte que les humains se sentent à l'aise dans un système où effectivement ben, il y a moins de contrôle, il y a moins de stabilité, quoi. C'est des modes relationnels qui sont différents. Et donc c'est pour ça ce qui était intéressant pour L'Oréal, j'en discutais au déjeuner en fait, c'est que en fait L'Oréal a mis en place en 2016, alors si je vous rappelle 2010 c'est le début de la transformation digitale, 2014 l'arrivée de la CDO et en 2016 en fait programme Simplicity et là c'est le programme de transformation managériale et organisationnelle. C'est de se dire on ne peut pas faire de transformation digitale si en fait on l'accompagne pas d'une transformation managériale et organisationnelle et aussi évidemment d'une transformation culturelle et puis parce qu'il faut faire complètement évoluer les façons de travailler. Donc pour conclure sur ces écosystèmes et en fait ce qu'on a pu observer au travers de L'Oréal, c'est que en fait, les écosystèmes sont un point essentiel et qu'ils apportent valeur et résilience dans la transformation digitale. Ceci dit, c'est pas simple, hein, c'est quelque chose de compliqué. Donc ça suppose déjà d'avoir de l'ouverture et une volonté de partage. Ça suppose d'avoir cet objectif commun qui va être la clé de la réussite. Et puis aussi d'accepter cette interdépendance, c'est-à-dire accepter le fait qu'aucun partenaire ne peut réussir sans les autres. Et donc, enfin, si les écosystèmes sont au cœur de la transformation digitale, comme toujours, et comme on le sait bien tous, c'est l'humain qui est au cœur de la transformation. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice.